Les néons de la salle d'interrogatoire de la détention provisoire bourdonnaient sans cesse, tel un essaim de mouches immortelles collées au plafond. Je regardais l'homme assis en face de moi, cherchant la moindre étincelle de chaleur familière sur son visage. Pierre, mon Pierre, portait son costume gris anthracite préféré. Les boutons de manchette étaient une création exclusive d'un joaillier de la place Vendôme, mon cadeau pour son dernier anniversaire. Toutes les économies que j'avais secrètement mises de côté pendant 3 mois y étaient passées. Il s'assit et, à travers la vitre froide, fit glisser une liasse de papier vers moi. Signe? Ce n'était pas une question. Mon regard se posa sur le document. Aveu volontaire? Ces mots me poignardèrent les yeux. Pierre, ce n'est pas moi qui ai renversé cet homme. Ma voix était si rauque qu'elle me semblait étrangère. On doit le voir sur les enregistrements des caméras de surveillance. Ce jour-là, c'est Manon qui était au volant. Les caméras étaient en panne, trancha-t-il d'un ton mesuré, comme s'il parlait de la météo. Les résultats de l'analyse dactyloscopique sont déjà prêts. Il n'y a que tes empreintes sur le volant. Mes empreintes? Je n'avais même pas touché le volant de cette voiture ce jour-là, à moins qu'il ne les ait déplacées. Je levai les yeux vers lui, ma voix tremblant. Tu as transféré mes empreintes. Tu as suivi des cours de médecine légale. Tu sais comment faire, n'est-ce pas? Catherine? Pierre m'appela pour la première fois par mon nom complet, et ce détachement créa une vague de froid qui surpassait la glace des barreaux de la prison. Ne fais pas de scène. La santé de Manon est fragile. Si elle va en prison, elle ne survivra pas 6 mois. Mais toi, tu es différente. Tu es robuste. Tu feras quelques années. Et tu sortiras. Tu feras quelques années. Il le disait avec une telle légèreté, comme si un séjour en prison était des vacances sur la Côte d'Azur. Il se tut un instant, puis sortit un autre document. C'est ce vieil appartement de banlieue que ton père t'a laissé. J'ai déjà fait le nécessaire pour le transfert de propriété. Manon a besoin d'un endroit calme pour se rétablir. Tu dois comprendre. Je sentis comme si on me versait un seau d'eau glacée dessus. Cet appartement était la seule chose que mon père adoptif m'avait laissée avant de mourir. Mon nom figurait sur les actes notariés. Comment avait-il pu le faire transférer? Tu as falsifié ma signature sur la procuration? J'entendais ma propre voix trembler. Pierre ne nia pas. Il regarda sa montre, comme s'il était en retard à une réunion importante, et se leva. Signe. C'est mieux pour tout le monde. Il prit sa mallette et me jeta un dernier regard. Un regard que je n'oublierai jamais de ma vie. C'est ainsi qu'on regarde un déchet, comme si j'étais un outil usé, encombrant, qu'il était temps de jeter. Pierre! Je pressai mes paumes contre la vitre. Le bout de mes doigts devint blanc sous la tension. J'ai été ta femme pendant 3 ans. 3 ans. J'ai quitté mon travail, je lavais tes chemises, je cuisinais pour toi. Quand ta mère était à l'hôpital, c'est moi qui la veillais jour et nuit. Vraiment, vraiment, n'as-tu pas la moindre. Il était déjà parti. Le claquement de ses souliers en cuir sur le sol en béton résonnait dans ma poitrine à chaque pas. Je m'affalais sur la chaise en métal. Mes paumes étaient moites. L'uniforme de la prison était trempé de sueur dans mon dos. Je me forçais à ralentir ma respiration. 1, 2, 3. Je ne pouvais pas m'effondrer maintenant. Non. Je fermais les yeux. Il y a 3 ans, quand j'ai épousé Pierre, tout le monde pensait qu'il avait tiré le gros lot. À l'époque, il n'était qu'un avocat de second ordre dans un cabinet miteux. Les manches de ses vestes étaient trop courtes, et pour nos rendez-vous, il m'emmenait dans des petits bistrots bon marché où l'addition ne dépassait jamais 25 €. Mais je m'en fichais. Seul comptait ce moment où, sous une pluie battante, il m'avait donné son parapluie et s'était retrouvé trempé jusqu'aux os. Quelle idiote j'étais! Je froissais le coin du papier d'aveu si fort qu'il se plia. Je ne signerai pas. Et pas parce que j'étais si forte, mais parce que moi, Catherine, même si je devais pourrir dans une maison d'arrêt, je ne laisserai jamais une femme comme Manon construire son bonheur sur mes os. Les gardiens vinrent et me ramenèrent à ma cellule d'isolement. Je m'allongeai sur la couchette dure, fixant le plafond, écoutant une femme pleurer toute la nuit dans la cellule voisine. Moi, je ne pleurais pas. Toutes mes larmes s'étaient taries à la seconde où Pierre m'avait tourné le dos et était parti. Tôt le matin, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit. Je pensais que c'était le procureur. Mais c'est Christine, ma belle-mère, ou plutôt mon ex-belle-mère, qui entra. Elle portait le même tailleur fleuri que je lui avais trouvé dans un magasin de déstockage, une mise en pli fraîche, les lèvres peintes d'un rouge vif. En entrant, elle jeta son sac sur la table. « Catherine !» Elle s'assit et croisa les jambes, avec l'air d'une châtelaine venue inspecter ses métayers. Je me tus, attendant le début du spectacle. « Alors dis-moi. »
Pierrot te demande juste de signer un papier. Qu'y a-t-il de si difficile là, dedans? Et toi, tu fais ta tête de mule. Christine soupira, et sa fausse compassion me donna la nausée. Je plains tellement cette pauvre petite Manon, si jeune et déjà cette maladie. Et en plus, elle se retrouve mêlée à un accident. Comment supporterait-elle les tourments de la prison? Et moi, je suis censée les supporter, finis-je par dire. Mais bien sûr que tu les supporteras, déclara-t-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Tu es une femme forte. Quand j'ai eu ma sciatique, tu m'as descendu sur ton dos du 4e étage sans même être essoufflée. Ce n'est pas grand-chose. Tu feras quelques années. Tu sortiras. Tu seras encore jeune. Elle tendit la main sur la table pour me tapoter la paume. Je retirai ma main. Son visage changea instantanément. Eh bien, quelle est cette offense? La voix de Christine monta d'une octave. Je te parle avec bienveillance. Sais-tu que le fait que mon fils t'ait prise, toi, une fille comme toi, c'est ta chance pour les 8 prochaines vies? Regarde-toi, une orpheline, ni père, ni mère, ni relation. La seconde d'après, elle bondit de sa chaise, contourna la table et se jeta sur moi. Je vis sa main approcher, mais je ne bougeai pas. Une brûlure vive sur ma joue gauche. Maudite sorcière, tu n'apportes que des ennuis? Christine me piqua le nez avec son doigt. Si tu étais une femme normale, mon fils n'en aurait pas cherché une autre. Tu es incapable de garder un homme, mais tu accuses les autres. Je touchai mon visage. Je sentis le goût métallique du sang sur mes lèvres. Puis je levai la tête et la regardai. Christine, effrayée par mon regard, recula d'un pas. Je ne sais pas quel visage je pouvais avoir à ce moment-là, mais elle a vraiment reculé. « Tu as fini de me frapper » demandai-je. Les lèvres de ma belle-mère tremblèrent, puis elle hurla encore plus fort. « Comment oses-tu me regarder comme ça? Tu as complètement perdu toute crainte. Je vais te dire quelque chose, Catherine. Tu vas signer ce papier comme un agneau docile. Tu ne t'en sortiras pas. » Mon fils l'a dit. Et qu'a-t-il dit d'autre? Il a dit que ce soir, il emmène la petite Manon à un banquet d'affaires. Pour fêter ça, sourit-elle froidement. Toi, reste ici et attends ton jugement. Elle secoua ses cheveux, attrapa son sac et sortit. Avant de partir, elle n'oublia pas d'ajouter « Quand tu es entré dans notre famille, tu n'as pas apporté un centime. Pendant 3 ans, tu as vécu et mangé à nos crochets. Considère que tu rembourses ta dette maintenant. » La porte claqua. J'étais seule. La douleur sur mon visage s'était déjà calmée. Une étrange tranquillité régnait dans mon âme, comme une bouilloire dont l'eau a fini de bouillir. D'accord, un banquet d'affaires ce soir. Une célébration. Pierre et Manon, main dans la main, vont fêter ça et m'envoient en prison. Très bien. Amusez-vous bien. En retournant à ma cellule, un jeune gardien me glissa discrètement une bouteille d'eau minérale dans la main et me chuchota. Madame, tenez bon. Dehors. Quelqu'un cherche une solution à votre situation. Je me figeai. Dehors? Qui? Je n'avais pas de proche. Mon père adoptif était mort d'un cancer il y a 3 ans. Je n'avais vraiment personne au monde. Ce vieux médaillon en argent que je portais depuis l'enfance et que Pierre avait mis au clou. Les mots de mon père adoptif avant sa mort. Catherine, ta vraie famille viendra te chercher un jour. J'avais toujours pensé que c'était les délires d'un mourant. Maintenant, au souvenir de ces mots, mon cœur se mit soudain à battre plus fort. À 20h01, une agitation soudaine éclata dans le couloir. Des bruits de pas, le crépitement de talkie-walkie, le grincement des portes en fer. Je m'assis sur ma couchette. Un homme d'âge mûr s'approcha des barreaux de ma cellule. Costume impeccable. Les tempes grisonnantes, mais le dos droit comme un i. Derrière lui se tenaient 3 jeunes hommes. L'un plus grand que l'autre, l'un plus beau que l'autre. À l'instant où l'homme de tête me vit, ses yeux devinrent rouges, ses lèvres tremblèrent. Catherine, à ce son mes cheveux se dressèrent sur ma tête. Ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose d'inexplicable. Un frisson profond qui venait de mon sang. La porte de la cellule s'ouvrit. L'homme entra rapidement, tendit la main pour toucher mon visage. J'eus un mouvement de recul instinctif. Sa main resta en suspens. « C'est moi !» Sa voix était profonde et rauque. Des larmes emplissaient ses yeux. « Catherine, c'est papa. » Ma tête bourdonnait. L'homme le plus grand derrière lui prit la parole. Sa voix était profonde comme un violoncelle. « Petite sœur, c'est moi, ton frère. Ça fait 18 ans qu'on te cherche. » Le deuxième homme sortit un médaillon de sa poche. Exactement le même motif. Exactement la même forme que le mien, juste un peu plus grand. Les résultats du test ADN sont arrivés il y a 3 jours, dit-il. La correspondance est de 99,9%. Le troisième homme se taisait,
fixant avec insistance la marque rouge sur ma joue, laissée par Christine. Une émotion extrêmement dangereuse tourbillonnait dans ses yeux. « Qui t'a frappé » demanda-t-il. Sa voix était basse, mais la température dans la cellule sembla chuter de 3 degrés. J'ouvris la bouche, mais aucun son ne put en sortir. C'était irréel. Ça ressemblait à un rêve absurde. Il y a 3 heures, je me demandais comment mourir avec dignité. Et maintenant, on me disait que j'étais la fille biologique d'un milliardaire français influent. N'aie pas peur. L'homme d'âge mûr, mon père, Jean-Louis de Villiers, s'accroupit pour que nos yeux soient à la même hauteur. Sa voix était incroyablement douce pour un homme dirigeant un empire commercial. Nous avons déjà tout arrangé. Ces fausses preuves, cette prétendue dactyloscopie. Ton frère a réduit tout ça en poussière en une nuit. Tu es libre maintenant, Catherine. Libre. Ces mots me frappèrent en plein cœur. Soudain, les larmes me montèrent aux yeux. Pas pour Pierre, pas pour mon mariage mort, mais pour moi-même. Pour ce moi qui avait été une domestique gratuite pendant 3 ans, et qui, à la fin, devait devenir un bouc émissaire et pourrir en prison. Je pris une profonde inspiration et ravalai mes larmes. Ces aveux ont été invalidés, dit fermement et clairement mon frère aîné, Michel. Toutes les preuves de la falsification de documents et de la corruption des fonctionnaires de la prison par Pierre sont déjà en ma possession. Maintenant, c'est à son tour de s'asseoir ici. Mon 3e frère, Thomas, regardait toujours la marque sur ma joue. Il sortit son téléphone, photographia mon visage et dit d'une expression de pierre. Constitution de preuve. Je restai debout, sentant mes jambes flageoler. Jean-Louis de Villiers retira son manteau et le posa sur mes épaules. Le manteau avait une légère odeur de cèdre, un parfum très cher mais discret. « Allons-y, » dit mon père. « Papa te ramène à la maison. » En sortant par la porte arrière de la détention provisoire, je vis 3 Mercedes classe S noires, plaques diplomatiques. À côté de chaque voiture, 2 gardes du corps en costume noir se tenaient immobiles comme des statues. Thomas marchait à côté de moi, il tourna la tête et me regarda. « Petite sœur, commença-t-il. Que veux-tu faire de cette vieille sorcière qui t'a frappée » Je restai silencieuse quelques secondes. Pour l'instant, ne lui fais rien. Thomas haussa un sourcil. Je montai dans la voiture, m'enfonçant dans le siège en cuir moelleux, et fermai les yeux. L'image du visage satisfait de Christine, le dos froid de Pierre s'éloignant, et le message de Manon sur mon téléphone me revint en tête. « Catherine, pardonne-moi. Pierre a dit qu'il m'aimait plus que toi. » Le message se terminait par un smiley narquois. J'ouvris les yeux. Michel me regardait dans le rétroviseur. « Où se tient ce banquet d'affaires ce soir ?» demandai-je. Michel consulta son téléphone. « Hôtel de Crillon. La soirée la plus prestigieuse de la chambre de commerce et d'industrie de la ville. Pierre, profitant de son statut d'associé dans son cabinet, a obtenu 2 invitations. Ah, au fait, l'un des co-organisateurs du banquet est une entreprise de la famille de Villiers. » En disant cela, un sourire légèrement moqueur se dessina sur ses lèvres. Je léchai mes lèvres gercées. « Je veux y aller. » Un silence de quelques secondes s'installa dans la voiture. Jean-Louis de Villiers se retourna depuis le siège passager. « Catherine, papa. » En prononçant ce mot, je sentis moi-même sa particularité, et le corps de mon père tressaillit visiblement. « Je veux y aller. Quand il m'a envoyé ici, il a dit qu'il emmènerait cette femme ce soir pour fêter ça. Je vais aussi lui organiser une fête. » 3 secondes de silence. Puis Thomas se mit à rire. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était l'excitation d'un prédateur qui a senti l'odeur de sa proie. « D'accord. » Thomas se renversa en arrière et tapota de ses doigts la coudoir. « Mais d'abord, il faut remettre notre petite sœur sur pied. Si tu y vas dans cet état, la gifle ne claquera pas aussi fort. » Il faisait allusion à mes vêtements de prison froissés, même si j'avais déjà enlevé le manteau. Le t-shirt blanc en dessous dégageait encore l'odeur de désinfectant de la prison. 20 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant un luxueux hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. Mon père expliqua que c'était la résidence temporaire des de Villiers dans la région. La propriété comprenait un jardin d'hiver, une piscine intérieure chauffée et un dressing aussi grand que les boutiques des Galeries Lafayette. Quand on me conduisit à la salle de bain, j'étais encore abasourdi. L'eau chaude lava la crasse de 3 jours sans douche. L'odeur de la prison laissa place à celle d'un savon de lessus. Je regardais mes poignets. Des marques rouges laissées par les menottes. Sur mon mollet, une échymose d'origine inconnue. Dans le miroir, un visage terreux, des lèvres gercées, des yeux cernés. C'était moi, la même dont Pierre avait dit « Elle est robuste. Elle fera quelques années et n'aura rien. » Je séchai mes cheveux avec une serviette et sortis de la salle de bain.
Dans le dressing, 3 robes étaient déjà suspendues, prêtes à être choisies. Je choisis la noire. Une ligne d'épaule stricte, une jupe jusqu'aux genoux, une rangée élégante de boutons cachés dans le dos. Ce n'était pas une robe rouge provocante pour la bataille. Ce soir, je n'allais pas me battre. J'allais à un enterrement. L'enterrement de mon mariage mort et de toute la réputation de Pierre. La styliste travailla à une vitesse fulgurante, dissimulant à la fois la trace du cou et les cernes sous mes yeux. Après la dernière touche de rouge à lèvres, elle recula et hocha la tête avec satisfaction. Je me regardai dans le miroir et me reconnus à peine. Il s'avérait que je pouvais aussi ressembler à ça. Pas à une poule de basse-cour épuisée près des fourneaux, pas à un paillasson sur lequel sa belle-mère crie. « C'est l'heure !» entendis-je la voix de Thomas derrière la porte. Je pris une profonde inspiration et franchis le seuil. Derrière la porte se tenaient mon père et mes 3 frères, tous alignés, dans de stricts costumes sombres. Leur aura combinée était si dense qu'elle semblait comprimer l'air du couloir. En me voyant, Jean-Louis de Villiers tendit son bras. « Papa t'accompagne. » Je posai ma paume sur son coude. Ma main était légèrement moite. Ce n'était pas de la peur. C'était le battement frénétique d'un cœur attendant le triomphe imminent. « Pierre, j'espère que tu vas passer une excellente soirée. » Hôtel de Crillon. Les lustres en cristal inondaient la salle d'une lumière de jour. À cet instant, Pierre se tenait près du buffet. Dans sa main gauche, une coupe de champagne. De la droite, il enlaçait Manon par la taille. Je le savais parce que mon 2e frère, André, avait déjà donné l'ordre de prendre le contrôle des caméras de la salle de bal. Pas par effraction, bien sûr. Le bâtiment appartenait à un partenaire des de Villiers, et tout accès au système était entre leurs mains. Ainsi, lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et que je regardai dans la salle, la première chose que je vis, ce fut eux. Pierre portait un nouveau costume, il avait l'air beaucoup plus frais que lors de notre rencontre en prison. Il trinquait en souriant avec un homme d'affaires d'âge mûr. De temps en temps, il se penchait pour murmurer quelque chose à l'oreille de Manon. Manon couvrait sa bouche de sa main et riait, se blottissant contre lui comme un oisillon. Exactement au même endroit, lors d'un événement exactement similaire. Il y a 3 mois, c'est moi qui étais à son bras. Je me tenais immobile à l'entrée. Derrière moi, mon père et mes 3 frères. La voix de Thomas résonna juste à côté de mon oreille. « Tu veux entrer tout de suite ou attendre qu'il te remarque ?»« On attend, » répondis-je. J'attendais le bon moment. Pierre leva son verre, en hommage à Manon. Même de l'autre bout de la salle, je pouvais voir la courbe de ses lèvres. Le sourire satisfait d'un homme qui sent le monde entier dans sa poche. Il devait penser qu'il avait gagné. Il s'était débarrassé de moi, avait obtenu mon appartement, et ce soir, il présentait l'amour de sa vie à la haute société. Une vie parfaite. « D'accord, ça suffit. On y va, dis-je. » Les portiers ouvrirent la double porte. Au bras de mon père, pas à pas, j'entrai dans la salle de fête. Le claquement de mes talons hauts sur le sol en marbre résonnait aussi clairement que le son d'une cloche. Le premier à nous remarquer fut le maître d'hôtel à l'entrée. En voyant le visage de Jean-Louis de Villiers, il se tendit comme une corde et s'inclina profondément. « Monsieur de Villiers. » L'exclamation ne fut pas très forte, mais suffisante pour que tout le monde dans un rayon de 5 mètres se retourne, puis la réaction en chaîne commença. Ceux qui connaissaient de Villiers se mirent à chuchoter. Ceux qui ne le connaissaient pas furent stupéfaits par le cortège. Un milliardaire influent et 3 jeunes hommes, chacun ayant l'apparence et l'aura d'un prince héritier, et au centre, une jeune femme en robe noire. Le murmure, comme des ronds dans l'eau, se propagea jusqu'au fond de la salle. Je ne regardais pas les réactions des autres. Mon regard traversa la foule et se fixa précisément sur Pierre. Il souriait encore. Il ne m'avait pas encore vu. Ce fut Manon qui se retourna la première, manifestement curieuse du tumulte, et regarda vers l'entrée. D'abord la curiosité, puis la stupéfaction. Finalement, son sourire se figea, comme si elle était paralysée. Manon tira sur la manche de la veste de Pierre. Je vis ses lèvres bouger. Elle disait probablement « Regarde là, bas !» Pierre tourna la tête. À travers la moitié de la salle, j'observai les changements sur son visage. D'abord un regard indifférent, puis la stupéfaction. Finalement, ses pupilles se dilatèrent. Il m'avait reconnu. À cet instant, le sang quitta son visage à une vitesse incroyable. De ses joues à ses lèvres, il devint livide. Sa coupe de champagne vacilla. Le champagne se renversa sur le revers de sa veste neuve, mais il ne le remarqua même pas. Je lui souris légèrement, à peine perceptiblement, en relevant juste un coin de mes lèvres. Exactement comme je lui avais souri lors de notre nuit de noces. La pomme d'Adam de Pierre trembla, puis ses jambes fléchirent sous lui. « Non,
Il ne tomba pas à genoux. Il y avait des gens autour de lui, et le reste de sa pitoyable fierté le maintenait debout, mais ses mains tremblaient, et lui-même semblait cloué au sol. Manon réagit plus vite, reculant d'un pas, se cachant derrière le dos de Pierre, s'agrippant des 2 mains au pan de sa veste, si fort que ses articulations blanchirent. Impossible. J'entendis sa voix tremblante à travers la foule. Elle devrait être là-bas. Tu avais dit que tout était réglé. La ferme, siffla Pierre entre ses dents. Je ne me pressais pas d'aller vers eux. Mon père me conduisit au centre de la salle. Les gens s'écartaient en hâte. Quelques hauts fonctionnaires et banquiers s'approchèrent pour le saluer. Leur attitude était si respectueuse, comme s'ils se tenaient devant une divinité. Monsieur de Villiers, cela fait longtemps que nous ne vous avions pas vu à de tels événements. Est-ce votre fille? Mon père sourit doucement, mais n'expliqua rien, se contentant de tapoter légèrement ma main posée sur son coude plié. Ce geste était si naturel, comme si nous n'avions jamais été séparés pendant 18 ans. Il m'accompagna jusqu'à la loge d'honneur. En passant à côté de Pierre, je ne ralentis même pas le pas. Je le regardais juste du coin de l'œil. Un seul regard. Il se tenait là, comme un bout de bois. Ses lèvres tremblaient comme celles d'un poisson hors de l'eau. Je passais devant lui, le claquement de mes talons. Toc toc. Chaque son résonnait directement dans son cœur. Je le savais, car son regard me suivait sans se détacher, alors que je m'approchais et que je m'éloignais. Son regard me brûlait presque. De derrière, j'entendis le cri étouffé de Manon. « Pierre, comment est-elle sortie? Tu avais dit que… » « Je t'ai dit de la boucler !» La voix de Pierre était très basse, mais la tension terrible la rendait presque tranchante. Le coin de mes lèvres se releva un peu plus. « Ne t'inquiète pas, la nuit va être longue. » La loge d'honneur se composait d'un canapé semi-circulaire recouvert de velours rouge, d'où l'on avait une vue sur toute la salle. On me fit asseoir à la droite de Jean-Louis de Villiers. Mes 3 frères s'assirent à mes côtés. Le serveur, avec une profonde révérence, apporta les boissons. Cette posture servile me rappela à nouveau que cet hôtel appartenait à un partenaire de ma famille. Pierre était venu ici pour célébrer le fait de m'avoir envoyé en prison, et sur le titre de propriété du terrain sous le bâtiment figurait la signature de mon père. Absurde. « Petite sœur, » dit doucement mon frère du milieu, André, assis à ma gauche. À 23h30, il y a la cérémonie de signature des contrats. Le cabinet de Pierre est l'une des parties invitées. Il attend ce projet depuis 6 mois. Annule sa participation, dis-je. André me regarda, ne posa aucune question, sortit son téléphone et envoya l'instruction. 30 secondes plus tard, sur l'écran principal de la salle, la liste des partenaires fut discrètement mise à jour. Le cabinet de Pierre avait disparu de la liste. Je pris ma coupe de cristal, bus une gorgée, et par-dessus le bord du verre, je vis l'associé principal du cabinet prendre Pierre à part. Le visage de l'avocat était rouge pourpre de colère. Il le réprimandait furieusement, à voix basse. Le visage de Pierre passa du blanc au plomb. Enfin, il paniqua. Vraiment, il paniqua. Ce n'était pas un choc passager après mon apparition, mais la prise de conscience que sa carrière, son avenir, tout cela pouvait s'effondrer entre mes mains. Manon était toujours accrochée à lui, mais il n'y avait plus aucune trace du charmant petit oiseau en elle. Elle tirait sur la manche de la veste de Pierre et pleurait doucement. « Pierre, qu'est-ce qu'on fait? D'où les connaît-elle? Qui est-elle » Pierre retira brusquement son bras. Le mouvement fut si violent que Manon chancela et faillit se tordre la cheville dans ses talons hauts. Je regardais cette scène. Il y a 3 mois, Manon se vantait dans ses messages. « Pierre me traite 100 fois mieux que toi. » Et voilà, ce traitement 100 fois meilleur s'avérait être une bulle de savon. Pendant ce temps, mon frère aîné, Michel, se tenait déjà au fond de la salle avec un verre de vin rouge, discutant nonchalamment avec les grands noms du monde des affaires parisiens. Il ne parlait pas fort, mais après chaque phrase, les regards que son entourage jetait sur Pierre changeaient. Ces changements étaient subtils, des hochements de tête polis à l'ignorance délibérée et à la prise de distance. Personne ne veut se tenir à côté d'un homme qui est sur le point de sombrer. Telles sont les règles non écrites des cercles supérieurs. Ici, les rumeurs se propagent plus vite que le vent. Assise sur le canapé, je regardais tout cela comme un film au ralenti. « Tu veux que je le fasse jeter dehors par la sécurité tout de suite ?» demanda Thomas, mâchonnant paresseusement une cigarette non allumée. « Non. » « Alors quoi ? Laisse-le griller. Laisse-le pendre à l'hameçon toute la soirée. Qu'il sente lui aussi ce que c'est quand tout le monde te tourne le dos, » répondis-je. Thomas haussa un sourcil, fit tourner la cigarette entre ses doigts et la rangea dans sa poche intérieure. « Bien sûr,
Comme ma petite sœur l'ordonne. Le temps passa. À 22 heures précises, Pierre ne tint plus. Il rajusta sa veste tachée de vin, prit une profonde inspiration et se dirigea vers notre loge. Manon essaya de le suivre, mais il l'arrêta d'un seul regard dur. Il avança seul à travers la foule, le dos anormalement droit. C'était un instinct professionnel d'avocat. Même si à l'intérieur tout bouillonne de panique, à l'extérieur, il faut garder les apparences. Je remarquai cependant qu'il avait glissé sa main dans la poche de son pantalon. Son habitude quand il était nerveux. En 3 ans de mariage, je l'avais bien trop appris. Il s'arrêta à 3 mètres du canapé, car Thomas lui barrait le passage. « Bonsoir. » Pierre afficha un sourire d'affaires appris par cœur. « Je sais qui tu es, » dit Thomas d'une voix paresseuse mais absolument glaciale. « Le même salaud qui a envoyé ma sœur en prison. » Le sourire se figea sur le visage de Pierre. Il me regarda par-dessus l'épaule de Thomas. Je le regardais. « Catherine !» Sa voix se brisa. « On peut parler ?» Je me tusse. Thomas tourna la tête vers moi, son expression entière demandant. « Décide. On le laisse entrer ou pas ?»« Laisse-le entrer, dis-je. » Thomas s'écarta, mais juste assez pour laisser passer un homme. Pierre se faufila dans cet espace et s'approcha de moi. À cette distance, je vis la sueur sur ses tempes. « Assieds-toi. » Je désignai le fauteuil d'en face. Il s'assit. Le silence dura quelques secondes. Je le regardais. Il me regardait, comme si nous étions de nouveau dans la salle des visites derrière les barreaux. Seule la vitre avait disparu. Maintenant, un abîme de classe sociale tout entier nous séparait. « Comment es-tu sorti ?» finit-il par dire. Il essayait de paraître calme, mais ses cordes vocales tremblantes le trahissaient complètement. « À ton avis, comment ?» répondis-je à sa question par une autre. Sa pomme d'Adam tressaillit. « Catherine, tout ça, laisse-moi t'expliquer. » « M'expliquer quoi ?» le coupai-je d'un ton mesuré, comme si nous parlions de ce que nous allions dîner. « Comment tu as falsifié les empreintes ? Comment tu as corrompu le gardien ? Ou peut être que tu vas me raconter le schéma par lequel tu as fait transférer l'appartement de mon père au nom de ta maîtresse avec de fausses procurations ?» À chaque mot, le visage de Pierre devenait plus pâle. Je posais ma coupe sur la table et me penchais légèrement en avant. « Pierre, tu n'es pas venu ici ce soir pour m'expliquer quoi que ce soit. Tu es venu parce que tu veux savoir qui est derrière moi. N'est-ce pas ?» Il se tut, mais ses pupilles se contractèrent. En plein dans le mille. Les avocats sont toujours comme ça. Même au bord du gouffre, leur première pensée n'est pas d'implorer la pitié, mais d'évaluer la situation, de recueillir des informations et de trouver une issue de secours. Il voulait voir mes cartes. « Tu n'as pas besoin de le savoir. » Je m'adossai contre le dossier en velours du canapé. « Tu n'as besoin de savoir qu'une seule chose. Je n'ai pas signé ces aveux, et je ne le ferai jamais. Et toutes les preuves de ta falsification de documents et des pots de vin versés aux fonctionnaires sont déjà sur le bureau du procureur. » Le visage de Pierre perdit finalement toute couleur. « Tu... » Sa voix devint rauque, comme du papier de verre. « Tu n'as pas de preuves. » Je me mis à rire. Sincèrement. Cet homme n'y est encore. 3 ans avaient passé, et il n'avait pas changé d'un iota. « Tu en es sûr ?» demandai-je. Je sortis mon téléphone de mon sac et lançai un enregistrement audio. C'était notre conversation de la veille en prison. Sa propre voix. Les caméras étaient en panne. « Les résultats de l'analyse dactyloscopique sont déjà prêts », résonna le haut-parleur. Dans le silence de la loge, le son était d'une clarté cristalline. Il y a toujours des micros dans les salles d'interrogatoire, mais il avait payé pour qu'on les désactive. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un micro-enregistreur était cousu dans l'ourlet de mes vêtements. Je l'y avais caché dès le premier jour. Non pas que j'ai anticipé cette bassesse de sa part, mais parce que, après 3 ans de vie avec un avocat, j'avais appris la règle principale. Toujours recueillir des preuves. Le visage de Pierre se décomposa. D'abord le choc, puis la colère, puis la peur. Une peur pure, non dissimulée, animale. « Catherine !» Il bondit soudain de sa chaise. Le fauteuil recula d'1 demi-mètre. « Tu as enregistré ça ?»« Aïssali, assieds-toi. » Ce ne fut pas moi qui le dis. Ce fut Thomas. Mon frère s'était glissé sans bruit derrière Pierre. Une de ses lourdes mains se posa sur l'épaule de mon ex-mari. La force était telle que les genoux de Pierre plièrent, et il retomba dans le fauteuil. En présence de ma sœur, surveille ton langage. La voix de Thomas était basse, comme s'il parlait à un enfant, mais ses doigts sur son épaule se serrèrent si fort que Pierre grimaça de douleur, sans oser dire un mot. Je rangeai mon téléphone. C'est tout pour ce soir. Je me levai et le regardai droit dans les yeux.
Rentre chez toi et réfléchis bien où nous nous reverrons la prochaine fois. Chez le notaire ou au tribunal. Je me retournai et fis 2 pas. Puis je m'arrêtai. Ah oui, je me retournai. Ton contrat de ce soir a été annulé. La raison? La direction de l'entreprise estime que ton cabinet présente un risque sérieux en termes d'image et de droit. Ses pupilles tremblèrent. C'est juste les affaires, rien de personnel. Je partis. En quittant la salle, les regards de toute l'élite mondaine me suivaient. Ce regard était radicalement différent des hochements de tête indifférents que j'avais reçus pendant 3 ans lorsque je traînais derrière Pierre dans le rôle de la femme d'avocat. À l'époque, tout le monde me regardait en pensant « Ah, la femme de l'avocat, une femme au foyer, sans intérêt. » Maintenant, ils me regardaient en pensant « L'héritière de l'Empire de Villiers. » Je pris le bras de mon père et entrai dans l'ascenseur. Lorsque les portes se fermèrent, je m'adossai contre la paroi métallique et expirai longuement. « Tu es fatigué ?» demanda mon père avec sollicitude. « Un peu, avouai-je. Jouer la froideur et le sang-froid toute la soirée est épuisant. Maintenant que nous n'étions plus qu'entre nous dans l'ascenseur, je me permis de me détendre. Mes ongles avaient laissé des marques profondes dans mes paumes. Quand Pierre s'était approché, mon cœur battait si fort qu'il était sur le point de sortir de ma poitrine. Je n'avais pas peur de lui. Il était simplement répugnant. Physiquement répugnant de regarder l'homme avec qui j'avais dormi dans le même lit et qui avait essayé de m'enterrer vivante. Plus répugnant que de regarder un serpent. « Bien joué, ma fille. Tu t'es magnifiquement tenue, » dit Michel. « Mais à partir de maintenant, tu n'as plus besoin de te salir les mains personnellement. Plainte? Dénonciations au parquet? Audit financier? Je m'occupe de tout. » Non. Je fermai les yeux. Je le ferai moi-même. Un silence s'installa dans la voiture. « Au moins, laisse-nous assurer tes arrières, » dit doucement André. J'ouvris les yeux et regardai ces 3 frères que je connaissais depuis moins d'1 jour. Honnêtement, le mot « confiance » était encore un luxe pour moi, mais une correspondance biologique de 99% était bien plus sûre que les 3 ans de douces paroles de Pierre. « D'accord, » dis-je. « Assurer mes arrières. Mais c'est moi qui tiendrai le couteau. » Dans l'habitacle sombre de la Mercedes, Thomas sourit. « Comme tu voudras. » De toute façon, ce pleurnichard a les os mous. Une bonne lame serait du gâchis sur lui. Nous rentrâmes à l'hôtel particulier au milieu de la nuit. Je pris une douche, enfilai une chemise de nuit et m'allongeai sur un lit 4 fois plus grand que celui sur lequel j'avais dormi ces 3 dernières années. Je fixai le plafond, faisant tourner le plan dans ma tête. Pierre devait maintenant chercher frénétiquement des informations sur les De Villiers. Avec ses contacts et ses capacités, il arriverait au dossier de mon père au plus tard demain matin, et alors il comprendrait dans quel pétrin il s'était mis. Il avait 2 options. Soit il attaquait comme un rat acculé, soit il venait en rampant à genoux. Le connaissant, il essaierait les 2. D'abord, il essaierait de mordre, et quand il se casserait les dents, il supplierait. C'est pourquoi je devais lui couper toutes les voies de fuite avant qu'il ne commence à s'agiter. Je pris mon téléphone et écrivis à Michel. « Vérifie-moi un détail demain. La date exacte à laquelle Pierre et Manon se sont rencontrés. Il m'a dit que c'était après notre mariage, mais je n'y crois pas. » Michel répondit instantanément. « Déjà en cours de vérification. D'après les premières informations, leur correspondance en ligne a commencé au moins 6 mois avant votre mariage. 6 mois avant. » Mes doigts, serrant le téléphone, devinrent glacés. Cela signifiait qu'il avait tout planifié depuis le début. Cela n'avait plus d'importance. Ce qui était important, c'est que cette chronologie prouvait que le mariage avait été contracté par tromperie, et que lors du partage des biens, le tribunal français se rangerait de mon côté. Non pas que j'ai besoin de ces misérables centimes, mais je ne laisserai pas Manon toucher 1 seul euro. Je posai le téléphone sur l'oreiller et me tournai sur le côté. Ma dernière pensée avant de m'endormir. Demain est un jour de travail. Pierre arrive au bureau à 8h30, et le plus gros client de son cabinet est une filiale du groupe de Villiers. Demain sera une journée amusante. À 7h du matin, je fus réveillé par une odeur venant de la cuisine. Je descendis et vis Thomas, fumant sur la terrasse et consultant les nouvelles sur son téléphone. Sans lever les yeux, il lança. « La cuisinière a fait des crêpes aux pommes et du porridge. »« Qu'est-ce que je te sers ?»« Les 2. »« Tu as un appétit d'ogre » grogna-t-il en écrasant sa cigarette. « Ah, au fait. Ton futur ex-mari Loser est arrivé au bureau à 6h40. Il n'a visiblement pas dormi de la nuit. À vérifier les bases de données. Je m'assis à la table en chêne et pris une assiette de crêpes fraîches. Et qu'a-t-il vérifié? Il a en partie découvert les activités de Jean-Louis de Villiers. Il est probablement en train de vomir de peur aux toilettes en ce moment.
Je mangeais lentement. C'était délicieux. 100 fois plus délicieux que les petits déjeuners que j'avais préparés pour Pierre pendant 3 ans, en me levant 40 minutes avant lui, parce que ceux-ci avaient été faits spécialement pour moi. L'associé principal a une réunion ce matin avec nos représentants pour le renouvellement du contrat, dis-je calmement. André, envoie des gens. La réunion doit se dérouler comme prévu, mais il faut exiger fermement le remplacement de l'avocat en charge du dossier. La raison ? Des doutes ont émergé concernant l'éthique professionnelle de Maître Pierre. Il ne faut rien expliquer. L'associé comprendra tout de lui-même. Thomas s'appuya contre le chambranle de la porte et me regarda avec intérêt. Coup intelligent. Vous ne le virez pas directement, mais vous faites savoir à tout le barreau qu'il est toxique. Vous le forcez à s'enfuir de lui-même. Ce n'est pas de la vengeance. Je m'essuyais la bouche avec une serviette. C'est une décision de gestion rationnelle. Thomas leva les pausi. À 10 heures, depuis le bureau, j'écoutais le déroulement des négociations par vidéoconférence. Les représentants des deux Villiers, de la manière la plus correcte possible, en utilisant un langage professionnel sec, demandèrent le changement d'avocat. Pas un seul juron, aucune allusion à la vie privée, seulement la fiabilité, la sécurité commerciale et la confiance à long terme. Mais dans la salle de conférence, tout le monde comprit le sous-entendu. L'associé de Pierre déclara immédiatement « Nous allons lancer une enquête interne sans délai. » 20 minutes plus tard, je reçus d'André une capture d'écran du chat interne du cabinet. Le patron annonçait qu'à partir d'aujourd'hui, Pierre était suspendu de toutes les affaires jusqu'à la fin de l'audit. Cela signifiait que Pierre devenait un fantôme au bureau. Pas d'affaires, pas de bonus, même pas autorisé aux réunions. C'est pire qu'un licenciement, quand tout le monde te regarde comme un lépreux et attend que tu craques et que tu partes de toi-même. C'était probablement similaire à l'état dans lequel je m'étais senti en cellule d'isolement. À midi, mon téléphone sonna. Numéro inconnu, mais je reconnus l'indicatif de Paris et la ligne fixe de son bureau. J'avais bloqué son numéro personnel. « Allô, Catherine ?» Sa voix était rauque, comme s'il avait la bouche pleine de sable. « Il faut qu'on parle. »« De quoi ?»« Du divorce. De tout. Je sais que j'ai fait une erreur. Je t'en supplie. » À 12h30, au café en bas de ton bureau, dis-je, et je raccrochais. Je ne m'étais pas adoucie. Je devais simplement confirmer quelque chose en personne et le forcer à dire encore plus de choses qui deviendraient des preuves pour la justice française. À 12h25, j'entrai dans le café, m'assis près de la fenêtre et commandai un café noir serré. Thomas me suivit et s'assit à la table voisine, arborant une paire de lunettes sans correction en guise de déguisement, bien qu'avec sa taille de près d'1,90 m et sa carrure, il attirait de toute façon les regards de toute la salle. Pierre arriva avec 3 minutes de retard. Quand il entra, je le reconnus à peine. En une nuit, il avait vieilli de 10 ans. Des poches noires sous les yeux, sa veste boutonnée sur le mauvais bouton, ses cheveux en désordre, comme s'il se les était arrachés. Il s'assit en face de moi et resta longtemps silencieux. « Qui est Jean-Louis de Villiers pour toi ?» demanda-t-il finalement, droit au but. « Un vrai avocat. Mon père biologique. » Je bus une gorgée de café. Les mains de Pierre se crispèrent en poing sous la table. « Tu m'as trompé pendant 3 ans. » Je reposai ma tasse avec un claquement sur la soucoupe et le regardai attentivement. « Pierre, c'est ça que tu appelles de la tromperie ? Moi j'ai caché que j'avais été élevée en orphelinat. Et toi, qu'as-tu caché ? Tu couchais déjà avec Manon avant notre mariage, donc depuis le début, tu n'avais pas l'intention d'être fidèle. Tu m'as épousée parce que tu pensais qu'une orpheline inconnue était une domestique pratique et gratuite, et que quand tu aurais grimpé les échelons, tu pourrais la jeter à la porte. » Ses lèvres tremblèrent, mais il ne nia pas. « Alors ne te fais pas passer pour une victime. » Je m'adossai au dossier du fauteuil. « Dis-moi, pourquoi m'as-tu appelé ? Que veux-tu » Il resta longtemps silencieux, et quand il releva la tête, je vis dans ses yeux ce que je n'avais jamais vu auparavant. Un mélange de peur animale et de calcul. Un homme qui se noie et qui s'accroche à une paille. « Je voudrais proposer un accord, » dit-il. « Tu ne lances pas de procédure pour la falsification de preuves et la corruption. Si les documents arrivent au parquet, je finirai en prison. Tu sais bien que je ne survivrai pas à la prison. »« Et tu penses que j'aurais survécu, moi ?» ricanai-je. « Quand tu m'y as envoyé, y as-tu pensé ne serait-ce qu'une seule seconde ?» Sa voix se cassa. « Dis tes conditions, dis-je. Je m'en vais. Je te laisse tout. L'appartement, la voiture, les économies, tout est à toi. Je réglerai mes comptes avec Manon. Je la quitterai, » dit-il rapidement, comme un texte appris par cœur pour le tribunal. « Et nous recommencerons tout. » Ces derniers mots me firent douter de mes propres oreilles.
Qu'as-tu dit? Nous recommencerons. Il se pencha en avant. Dans ses yeux brillait une sorte de fanatisme maniaque. Catherine, je sais que j'ai fait une erreur. Mais maintenant, avec ton nouveau statut, si nous nous remettons ensemble, je frappai ma tasse sur la table avec force. Le café chaud se renversa sur sa main. Il retira sa main en sifflant. Pierre. Ma voix était si mesurée que j'en fus moi-même effrayée. Tu es assis là et tu me proposes de tout recommencer. Pas parce que tu m'aimes, mais parce que tu as fait des recherches sur la fortune de mon père. Il ouvrit la bouche pour s'expliquer. Pour qui me prends-tu? Une carte de crédit illimitée? Il y a 3 jours. Tu te préparais à me laisser pourrir en prison. Et maintenant que tu sais qui est derrière moi, tu as décidé de jouer le repenti? Je me levai et pris mon sac. La demande de divorce pour faute sera remise en main propre par mes avocats. Te laisser sans un centime est le strict minimum. Quant aux affaires pénales. Pour l'instant, je n'ai pas déposé de plainte officielle au parquet. Les documents sont toujours chez mon mandataire. Le temps qu'ils y resteront dépend de ton comportement. Je me dirigeai vers la sortie. Si tu signes les papiers en silence et que tu ne fais pas de vagues, peut être que je laisserai ces dossiers dans un tiroir. Mais si tu me refais un numéro... Je me retournai et le regardai une dernière fois. La prochaine fois, c'est toi qui seras assis sur une couchette. Je sortis dans la rue glaciale. Thomas se leva de sa table, enleva ses lunettes idiotes et ricana. Recommencer? Ce type a plus de culot que de cervelle. Je ne répondis rien, car je connaissais Pierre. Ses paroles n'étaient pas une demande de grâce sincère. C'était une reconnaissance du terrain. Il testait mes limites, calculait la marge de manœuvre qui lui restait dans le cadre légal. Un homme vraiment désespéré pleurait à genoux. Lui, il calculait encore les bénéfices. Cela signifiait que ce n'était pas fini, qu'il allait encore inventer quelque chose. Toutes ses issues étaient coupées, et maintenant il allait s'agiter de manière hystérique. Je montai dans la voiture chaude et dis à Thomas. « Mettez Manon sous surveillance. Pierre est dos au mur. Soit il se rendra au parquet pour se blanchir, soit ils mettront tout sur le même tapis. C'est déjà fait. » Thomas démarra le moteur puissant. Nos hommes travaillent dessus depuis hier soir. Manon a retiré 50 000 € en liquide de son compte ce matin et est allée à une consultation. Chez qui? Le célèbre maître Kovacs, spécialiste du partage de biens et des divorces. Je restais silencieuse quelques secondes. Manon se préparait à aller au tribunal contre Pierre pour les biens. C'est drôle. Le scénario où les araignées se mangent entre elles dans un bocal se développait plus vite que je ne le pensais. Pierre lui avait fait transférer l'appartement de mon père. Maintenant, Manon utilisait ses mètres carrés comme un atout et se tournait vers des avocats. Si elle attaquait la première, le spectacle serait impressionnant. « Eh bien qu'ils s'amusent, dis-je. N'intervenons pas. Et s'ils te mettent ça sur le dos? Non. » Je regardais les rues enneigées de Paris par la fenêtre. Une affaire pénale pèse sur elle pour un accident mortel. Son seul parapluie, ce sont les mêmes fausses preuves que Pierre a fabriquées. Si elle va contre lui, qui la protégera de la justice? Thomas marmonna entre ses dents. On dirait que Pierre est lui-même l'otage de Manon. Le sang les lie. Celui qui trahit le premier va en prison le premier. Oui, mais plus nous les pressons, plus il est probable qu'ils s'unissent. C'est pourquoi nous devons les brouiller définitivement. Je sortis mon téléphone. Je n'avais pas supprimé le contact de Manon. Je savais qu'il serait utile. Je n'avais rien à faire moi-même. Il fallait juste que je fasse savoir à Pierre que Manon cherchait une issue de secours. « Et comment tu vas faire ça ?» demanda Thomas. « Anonymement. C'est un avocat expérimenté. Il est meilleur que quiconque pour extraire la vérité de miettes d'informations. On lui donne un petit indice, et il déterrera tout ça plus vite que moi. » Thomas hocha la tête. « Tu n'es pas bête. » À 15 heures, je demandai à André d'envoyer un court SMS à Pierre depuis un numéro inconnu avec seulement 3 mots. Manon, maître Kovacs. C'était suffisant. Compte tenu de la paranoïa de Pierre, il vérifierait par ses propres canaux qui était Kovacs et pourquoi Manon était allée le voir. Et il se rendrait compte que le grand amour pour qui il avait envoyé sa femme légitime en prison voulait lui planter un couteau dans le dos. Quand la confiance s'effondre, aucun serment ne peut la recoller. J'étais assise dans la bibliothèque, me préparant une tisane. Comme prévu, à 19h03, André m'envoya un fichier audio. Il avait fait installer un micro dans la voiture de Pierre plus tôt. Je pus ainsi écouter leur dispute. Pierre hurlait à plein poumon sur Manon, exigeant une explication sur la raison pour laquelle elle avait besoin d'un avocat dans son dos. Manon pleurait, criait qu'elle avait peur qu'il la dénonce au parquet pour sauver sa propre peau. La dispute devint de plus en plus violente.
Finalement, Manon claqua la porte et partit. Pierre resta seul dans la voiture. Il frappa 3 fois de toutes ses forces sur le volant. J'éteignis l'enregistrement et bus une gorgée de thé chaud. La première fissure était apparue. À partir de là, la fissure s'agrandirait d'elle-même. Et moi, je devais passer à l'étape suivante. Officialiser l'affaire. Demain, les avocats engagés par Michel déposeraient la demande de divorce pour faute, pas par consentement mutuel. Une assignation devant le tribunal. Je veux qu'un juge français déclare sa faute noir sur blanc, avec un sceau. Qui est la victime et qui est le criminel? Il ne s'agit pas de partager des cuillères et des fourchettes. Il s'agit de chaque matin où je me suis levée à 4h pour lui préparer son petit déjeuner. Chaque fois que Christine m'a humiliée et que j'ai ravalé mes larmes. Chaque nuit où je l'ai attendue après le travail et me suis endormie sur le canapé. Ces jours ne peuvent pas disparaître sans laisser de traces. Ils deviendront des lignes dans un jugement de tribunal. Et alors, je fermerai ce chapitre pour toujours. Le matin, alors que le coursier livrait l'assignation à Pierre, je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse vitrée. Thomas était assis en face de moi, consultant les nouvelles de la ville sur son téléphone, et se mit soudain à rire. « Ton ex-belle-mère fait des siennes. Qu'est-il arrivé? À 7h du matin, elle est allée à ton ancien appartement. Tout le quartier l'a entendu hurler que tu étais une sans-gêne, que tu couchais avec un vieux riche. Je pris une bouchée de mon toast. Et la police? Les voisins ont appelé une patrouille. L'agent de quartier l'a menacée d'une amende pour trouble à l'ordre public et l'a chassée. Mais elle a réussi à enregistrer un message vocal furieux dans le groupe de la copropriété. Quelqu'un l'a mis en ligne sur le plus grand groupe Facebook de Paris. Il y a déjà plus de 200 commentaires. La plupart disent que la femme est complètement folle, mais il y a aussi quelques malins qui crachent leur venin. Après 3 ans de mariage, elle saute déjà dans le lit d'un milliardaire. Qui sait ce qu'il en était? Je posais ma serviette et continuais de boire mon thé. « On demande à l'administration de le supprimer ?» demanda Thomas. « Non, pourquoi faire? Plus elle s'énerve, plus je recevrai de sympathie plus tard. Pendant le procès, tout cela sera versé au dossier comme preuve directe de harcèlement psychologique et d'insultes systématiques de la part de la famille de Pierre. Laisse-la crier. Plus fort elle crie, plus le montant des dommages et intérêts sera élevé. » Thomas me regarda avec un respect nouveau et non dissimulé. Les 3 ans avec l'avocat n'ont pas été vains. Je ne souris pas. Le prix de ces 3 ans était trop élevé. À 10h, l'équipe juridique de Michel confirma que l'assignation avait été reçue et signée par Pierre. Ils y avaient joint la liste des preuves de 37 pages. La correspondance de Manon, une expertise indépendante en dactyloscopie, des relevés bancaires des virements aux gardiens de prison corrompus, un certificat médical pour les ecchymoses causées par les menottes. 37 pages. Je lui avais donné 3 ans de ma jeunesse. Il m'avait rendu 37 pages de preuves criminelles de choix. Un échange équitable. À midi, Pierre rappela d'un numéro inconnu. Je décrochais. « Allô, tu as donc décidé d'aller au tribunal. » Sa voix était froide et dure, complètement différente de la figure pleurnicharde qui implorait la pitié au café. « Tu penses que parce que de riches protecteurs sont derrière toi, au tribunal, tu es Dieu et le bourreau? » Et something. Je serrai le téléphone contre mon épaule tout en ouvrant sur l'ordinateur portable les fichiers que Michel venait de m'envoyer. « Et que veux-tu dire par là? La moitié de tes preuves ont été obtenues illégalement. L'enregistrement en prison est une écoute clandestine. Le juge ne l'autorisera pas dans l'affaire. Maître, le coupai-je d'une voix glaciale. C'est vous qui allez m'apprendre le droit français? Les services de mon avocat coûtent 500 € de l'heure de plus que les vôtres. Vous n'avez pas à vous soucier de la recevabilité procédurale des preuves. Vous m'avez appelé pour me faire un cours sur la procédure de preuve. Je t'appelle pour te dire. » Il prit une profonde inspiration. Dans sa voix résonnait la détermination désespérée d'un homme qui n'a rien à perdre. « Tu veux la guerre, tu auras la guerre. J'ai aussi des atouts dans ma manche. Et quels sont-ils? Tes prétendues relations avec ces prétendus protecteurs de la liste des plus riches Français de Challenge. Comment vas-tu prouver à l'opinion publique que ce sont des liens de sang et non un banal entretien? L'expertise ADN peut s'acheter dans n'importe quelle clinique privée. Il suffit que je fasse fuiter quelques faits aux journalistes, et l'opinion publique piétinera ton saint papa. Tu essaies de me faire chanter? Je te préviens, grinça-t-il. Une réputation est plus facile à détruire qu'à construire une usine. Réfléchis bien. Ton soi-disant père est un grand homme d'affaires. Et de quoi a le plus peur le grand business? Des scandales sordides dans la presse. Je restai silencieuse pendant 3 secondes. J'écartai le téléphone de mon oreille, appuyai sur le bouton d'enregistrement et le remis. Continue. Ma proposition est la suivante. Nous divorçons à l'amiable.
Tu retires tes plaintes et tu détruis les preuves. Je signe l'accord de divorce chez le notaire et je te laisse tous les biens. Mais tu signes une renonciation à toute poursuite et une clause de confidentialité stricte. Ah, une clause de confidentialité. J'avais compris. Il ne sauvait pas seulement sa peau. Plus précisément, il se sauvait de Manon, pour qu'elle ne l'entraîne pas dans sa chute lors d'un interrogatoire. J'y réfléchirai, dis-je, et je raccrochai. Thomas sortit du salon. Qu'a dit ce salaud? Il essaie de me faire chanter avec l'opinion publique. Il menace de répandre des rumeurs sur Internet, que je suis une femme entretenue de luxe. Le visage de Thomas se figea instantanément. Les muscles de sa mâchoire se tendirent. Qu'il essaie seulement, je lui briserai les jambes. Ne le touche pas, arrêtai-je mon frère d'un geste sec. Laisse-le jouer ses dernières cartes. Il doit avoir l'illusion qu'il peut encore mordre. Sinon, il ne se présentera pas volontairement au tribunal. Je m'approchai de la haute fenêtre. Je n'avais pas besoin d'un divorce discret dans un bureau. J'avais besoin d'une audience publique et d'un jugement public au nom de la République française. Seul le jugement du tribunal me donnerait une base juridique incontestable pour faire annuler la transaction de transfert de propriété de l'appartement de mon père adoptif. Il a utilisé une fausse procuration au registre foncier. Ce n'est pas un partage de cuillères et de fourchettes, c'est une fraude à grande échelle. Thomas se tut, croisant les bras sur sa poitrine. Tu veux le mettre en prison? Non. Je veux qu'il creuse sa propre tombe. Je me retournai. Vous avez promis d'assurer mes arrières, donc quoi qu'il écrive dans les journaux ou sur Internet, les experts en relations publiques des De Villiers pourront le neutraliser. Ils le pourront. En un jour, il ne restera plus un seul article mensonger. Nous ferons appel à la meilleure agence de Paris. Excellent. Alors laisse-le écrire, laisse-le me jeter toute sa boue, et quand il n'aura plus de munitions, nous contre-attaquerons. À 16 heures, Pierre passa à l'acte. Sur un portail populaire, sur les forums de Doctissimo et les forums locaux, un long article anonyme apparut, le vrai visage de la femme d'un célèbre avocat parisien. Comment s'accrocher à un oligarque, falsifier une parenté et empocher des millions? Le texte était rédigé dans un style professionnel, utilisant des expressions comme « selon des informations de sources sûres » et « la rédaction est en possession de preuves ». En 1 heure, le post avait recueilli 1000 commentaires. La foule d'Internet n'a pas besoin de la vérité. Elle a besoin d'une histoire scandaleuse. Je lus les commentaires. Une fille vénale et un sponsor. Un vieux classique. Ridicule. Une fille à l'apparence moyenne. Qu'est-ce que ce vieux lui trouve? Michel appela. Tu as vu? Notre service de communication est déjà prêt à bloquer ces publications. Non, ne les supprimez pas. Pourquoi? Laissons ce marécage prendre de la force. Ensuite, nous publierons un démenti officiel avec un test ADN certifié par notaire, des extraits des archives de la police et de la sécurité intérieure sur l'ancienne enquête concernant ton enlèvement, et toute une série de documents authentiques. Et nous le poursuivrons pour diffamation et atteinte à l'honneur. Ce sera un autre paragraphe dans sa collection. Nous lui donnons 48 heures, décidai-je. Laisse-le vivre dans la conviction qu'il est un stratège de génie et qu'il a remporté une victoire. Pendant 2 jours, je restais à la maison, jouant aux échecs avec mon père près de la cheminée. Il jouait solidement, à l'ancienne, mais il sacrifiait délibérément ses pièces à plusieurs reprises. Lorsque je le remarquai pour la 2e fois, je le regardai d'un air de reproche. Jean-Louis de Villiers sourit en s'excusant, comme un petit garçon pris en faute. « Ne te laisse pas faire, papa, dis-je. »« D'accord, d'accord, ma fille, » hocha-t-il, et au coup suivant, il sacrifia sa tour de sang-froid. Le 2e soir, Thomas entra dans ma chambre sans frapper. Son visage était extrêmement concentré. « Il y a un truc, Catherine. Manon a porté plainte à la police. » Je sautai du lit. « Pourquoi? » Violence conjugale et coups et blessures. Thomas me montra l'écran de son téléphone. Sur la photo, le visage de Manon avec un énorme hématome sous l'œil et les lèvres ensanglantées. Ce soir, Pierre est allé à l'appartement. Ils se sont encore disputés. Apparemment, le scandale sur Internet lui a fait perdre la tête. Manon a pensé qu'il en faisait trop et qu'ils les coulerait tous les deux en cherchant des noix aux De Villiers. Les mots ont mené au coup, et il l'a violemment battue. Elle s'est précipitée dans la cage d'escalier et a appelé une patrouille. Pierre est maintenant en garde à vue. Les enquêteurs vont le placer sous contrôle judiciaire. Je regardai longtemps la photo effrayante. L'homme avec qui j'avais dormi dans le même lit, sans jamais ressentir de peur, s'avérait porter en lui un véritable monstre. J'avais simplement été une victime trop docile et trop commode auparavant. Cela joue en notre faveur au tribunal, demandai-je quand même. Et comment? Thomas sourit de manière prédatrice.
Le juge tiendra certainement compte de sa tendance à l'agression injustifiée. Et le plus beau, c'est que dans son hystérie, Manon a commencé à faire des aveux aux enquêteurs. Elle a mentionné l'accident avec le piéton. Elle a déclaré au procès-verbal qu'il l'avait forcé à fuir les lieux et qu'il avait lui-même organisé la falsification de l'expertise pour tout te mettre sur le dos. Je fermais les yeux. Le château de cartes s'effondrait encore plus vite que prévu. Renforçons la sécurité du domaine, dis-je à Thomas. Je ne sors pas seul du portail. Un homme capable d'envoyer une femme innocente derrière les barreaux et de battre sa maîtresse est capable de n'importe quelle folie. Le 3e jour, exactement 48 heures plus tard, l'équipe de Michel publia le communiqué officiel de la holding de Villiers sur tous les principaux portails d'information du pays. Le Figaro, Le Monde, Mediapart. Tous les documents en haute résolution. Expertises médicales officielles. Dossier jauni des archives de l'État. Copie des dossiers d'enquête sur l'enlèvement d'enfants d'il y a 26 ans. Aucune émotion superflue, seulement des faits secs et irréfutables. Et une seule phrase à la fin, la vérité n'a pas besoin d'excuses. Elle parle d'elle-même. L'Internet français explosa dans l'autre sens en quelques heures. Bordel, c'est vraiment l'enfant enlevé des années 90. Où sont les malins qui l'ont traité d'escore? Des excuses, les experts de canapé. Et son ex-mari est un psychopathe. Mettre sa femme en prison pour sauver sa maîtresse. On devrait enfermer ce genre de type à vie. Le revirement, l'avocat qui balance sa femme, devint rapidement le sujet le plus commenté du pays. Ce n'étaient pas des commentateurs payés. C'était la colère pure et non dissimulée de gens normaux qui voulaient la justice. À l'heure du déjeuner, Pierre commença à me harceler au téléphone. Je l'ignorais encore et encore. Puis il écrivit un court message. « Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux que je meure ?» Je regardais l'écran lumineux. Je ne voulais pas qu'il meure. Je voulais qu'il vive longtemps avec cette honte. C'est beaucoup plus fatigant. À 14 heures, Michel appela. Le tribunal a accepté l'affaire. Compte tenu des crimes révélés et des coups et blessures, le juge a ordonné une procédure accélérée. La première audience aura lieu mercredi prochain. Quant à mademoiselle Manon, elle est maintenant sous stricte surveillance du parquet. Ses aveux confus ne suffisent plus. Une nouvelle expertise a été ordonnée pour reconstituer l'accident. D'après l'angle du siège du conducteur et des rétroviseurs, il est déjà prouvé à 100% qu'une femme de sa corpulence était au volant. Elle n'échappera pas à la prison. C'est exclusivement son problème, répondis-je froidement. Catherine, calme-toi, dit Michel fraternellement. Prends une profonde inspiration et repose-toi. Nous nous occupons du reste. Nous nous occupons du reste. Pendant 3 longues années, j'avais porté toute la maison et tous les problèmes sur mes propres épaules, et enfin quelqu'un prononçait ces mots magiques. J'enfouis mon visage dans l'oreiller moelleux, et me laissai pleurer à chaudes larmes pendant exactement 30 secondes. Puis je me lavai le visage à l'eau glacée et m'assis devant l'ordinateur portable pour étudier les pièces du dossier envoyé au tribunal. Il restait 5 jours. Durant ces jours, l'ennemi acculé, Pierre, fit 3 choses. Il engagea un avocat parisien très cher. Pour cela, il dut vendre en urgence son studio d'investissement. En larmes, il essaya de convaincre sa vieille mère de faire un faux témoignage. Christine refusa catégoriquement, car son message vocal l'avait déjà rendue la risée de tout Paris, et elle avait simplement peur de sortir acheter du pain au franc-prix. Enfin, il m'envoya un email de 3000 mots, plein de souvenirs sentimentaux sur notre grand amour, sur la façon dont j'avais brûlé la viande dans la poêle la première année de notre mariage, et comment il l'avait mangée en s'étouffant mais en souriant. Je transmis cette élucubration à Michel avec une seule question. Y a-t-il ici des pièges juridiques cachés pour le tribunal? Michel répondit 1 minute plus tard. Aucun. Le jeu psychologique bon marché typique d'un manipulateur. Il veut te déstabiliser et susciter la pitié avant l'audience. À la poubelle avec ça. Je le supprimais sans le moindre regret. La veille de l'audience, Thomas entra silencieusement chez moi sur la terrasse et me tendit le lourd et vieux médaillon en argent. « C'était ta maman, » dit-il d'une voix rauque. « Elle est morte 5 ans après ton enlèvement. Elle a demandé qu'on te le donne absolument si jamais on te retrouvait. » Je serrai le métal froid dans ma paume jusqu'à ce que mes doigts blanchissent. Le matin, le bâtiment monumental du tribunal de grande instance de Paris, 17 larges marches de granit. 8h45. Dans un manteau noir strict, mes doigts réchauffant le médaillon de ma mère dans ma poche. À ma gauche, Michel marche avec une lourde mallette en cuir, pleine de preuves irréfutables. À ma droite, Thomas avance, concentré et en colère, comme un chien en laisse. J'avais fermement demandé à mon père de rester à la maison,
pour que la presse et le juge n'interprètent pas sa présence comme une pression politique de l'oligarchie sur la justice. Dans le couloir résonnant, devant la salle d'audience, se tenait Pierre. Encore plus affaissé, les yeux profondément enfoncés, pâle. À côté de lui, son avocat cher piétinait. À la vue de notre délégation, Pierre se redressa instinctivement, essayant de revêtir le masque de son ancienne assurance. Je passais devant lui sans même lui accorder un regard. L'audience commença. Le juge, d'une voix sévère, annonça « Le tribunal de grande instance de Paris est examiné l'affaire du divorce de Catherine de Villiers et Pierre, avec constatation de la faute de ce dernier et partage des biens communs. Mon avocat, l'un des meilleurs spécialistes du droit de la famille en France, personnellement engagé par Michel, lut sèchement et précisément les demandes, divorce immédiat aux torts exclusifs de Pierre, attribution de l'intégralité du patrimoine à la demanderesse, octroi de 150 000 € pour préjudice moral, annulation du contrat de transfert de propriété de l'appartement pour faux en écriture. L'avocat de Pierre tenta timidement de construire une défense sur la fraude lors du mariage, arguant que j'avais délibérément caché ma véritable origine et la fortune de ma famille. Mon avocat démolit cet argument en un éclair. Monsieur le Président, le Code civil énumère de manière exhaustive les conditions d'annulation du mariage. La dissimulation de la situation patrimoniale ou de l'origine réelle d'un des époux n'en fait pas partie. La déclaration de la défense est une ineptie juridique. Puis vint l'artillerie lourde d'épreuves. Correspondance avec la maîtresse certifiée par huissier, enregistrement audio de la salle d'interrogatoire, extrait de transactions bancaires aux gardiens de prison corrompus. Expertise graphologique officielle des signatures au registre foncier. Un silence de mort s'installa dans la salle spacieuse. Le visage de Pierre prit la couleur de la cendre humide. Son défenseur lui chuchota désespérément quelque chose à l'oreille, mais Pierre bondit soudain de sa place. « Monsieur le Président !» cria-t-il d'une voix brisée. « Je souhaite faire une déclaration. J'avoue tout. Oui, j'ai commis tout cela, mais j'ai agi sous le coup de l'émotion. J'ai paniqué à l'idée de perdre Manon. Mais pour Catherine, ma femme, j'ai toujours eu des sentiments sincères. » Le juge interrompit froidement cette crise d'hystérie d'un coup de marteau. « Maître, le tribunal n'est pas une église, et je ne suis pas votre confesseur. Toutes vos déclarations émotionnelles ont été consignées au procès-verbal. Veuillez vous asseoir. » Pierre s'effondra sans force sur le banc dur. Son avocat, avec une résignation visible, ferma sa mallette d'un claquement sonore. L'affaire était irrémédiablement perdue. Après 40 minutes de délibération, le juge prononça le verdict. Le tribunal fait droit à l'intégralité de la demande de la citoyenne de Villiers. Le mariage est dissous aux torts exclusifs de Pierre. L'ensemble des biens litigieux devient la propriété exclusive de la demanderesse. Le tribunal condamne Pierre à verser 150 000 € de dommages et intérêts. L'acte de transfert de propriété de l'immeuble est déclaré nul et non avenu. Un coup puissant du marteau du juge mit un point final à l'histoire. Tout était fini. Je ne ressentais aucune euphorie de victoire. C'était comme si un chirurgien expérimenté avait arraché une mauvaise dent purulente. Ça fait mal sur le moment, mais la douleur sourde qui empoisonne l'organisme a disparu pour toujours. Je me dirigeai vers les lourdes portes en chêne. Pierre était assis, immobile, fixant le sol d'un regard vide. En passant à côté de lui, il attrapa convulsivement le pan de mon manteau noir. Ses doigts tremblaient fortement. C'est avec cette même main qu'il avait mis l'alliance en or à mon doigt il y a 3 ans à la mairie. Moi, complètement calme, sans le moindre signe de colère ou de pitié, je dégageai un par un ses doigts tremblants. « Adieu, monsieur. » Je sortis dans le couloir sans me retourner une seule fois. Dans l'escalier éneigé, Thomas m'attendait, moteur en marche. « À en juger par vos têtes, vous les avez pulvérisés, » dit-il. André a déjà déposé les demandes de gel de tous ses comptes bancaires. Laisse ce génie d'avocat réfléchir à comment il va payer son perroquet d'élite. Nous descendîmes les 17 marches de granit. Un message de mon père arriva sur mon téléphone. « Je t'attends à la maison, ma fille. » La cuisinière a préparé une soupe à l'oignon traditionnelle. Je souris chaleureusement. Dans la voiture, Thomas me tendit silencieusement un mouchoir. « Allez, pleure un peu pour la forme. Sinon, le vieux va encore convoquer un conseil de famille d'urgence de 3 heures avec à l'ordre du jour. Comment remonter le moral de notre Catherine ?» Je ris à travers mes larmes, sentant la dernière pierre lourde tomber de mon âme. À la maison, une immense table dressée nous attendait. Jean-Louis de Villiers trônait en bout de table. La soupe était parfaite, chaude et épaisse. André me décortiquait soigneusement les crevettes. Michel me versait du jus fraîchement pressé dans mon verre. L'avocat a été officiellement et honteusement radié du barreau ce matin,
annonça André d'un ton routinier, en ajustant ses lunettes. Le parquet a ouvert une enquête contre lui sur la base de 2 articles. Il risque de 3 à 5 ans de prison ferme. Pour Manon, c'est 5 ans pour homicide involontaire. Mais ce ne sont plus tes problèmes, petite sœur. Je hochai la tête en silence et portai une cuillère de soupe chaude à ma bouche. Plus tard, à la tombée de la nuit, j'étais assise sur la terrasse chauffée, emmitouflée dans une couverture. L'écran de mon téléphone s'alluma. Un message d'un numéro inconnu. « Catherine, ma chérie, c'est Christine. Je t'en supplie, pour tout ce qui est sacré, en souvenir de vos 3 ans de mariage. Sauve mon Pierrot. C'est mon fils unique, mon petit. Je te supplie à genoux. Je prierai Dieu pour toi jusqu'à la fin de mes jours. » Je regardai ce texte pathétique pendant une seconde exactement, puis, d'un geste routinier, j'ajoutai le numéro à la liste noire. Cette femme ne se souvenait ni de Dieu ni de la miséricorde quand elle me giflait de toutes ses forces dans ma cellule. Je montai les larges escaliers jusqu'à ma chambre et posai délicatement le vieux médaillon en argent sur la table de chevet. « Maman » murmurai-je doucement à la femme dont je n'avais jamais vu le visage. « C'est fini. Ta fille ira bien maintenant. » J'ouvris l'ordinateur portable et me connectai à mon profil LinkedIn. J'allai dans les paramètres du profil, décochai l'option « Marié » et cliquai sur « Mettre à jour mon CV ». Du rez-de-chaussée, j'entendis la voix profonde de mon père. « Catherine, viens nous rejoindre. André a apporté des cerises fraîches, sucrées comme du miel. »« J'arrive, papa !» criai-je d'une voix claire, refermant le couvercle de l'ordinateur portable et dévalant pieds nus l'escalier en chaîne. Dans l'immense salon, près de la cheminée, 3 hommes adultes et sérieux, en chemise coûteuse, se partageaient en riant un plat de cerises en cristal. J'attrapai habilement la plus grosse et la plus mûre, juste sous le nez indigné de Thomas. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas à me recroqueviller sur le bord d'un tabouret, attendant humblement que les autres aient fini de manger. Maintenant, on m'aimait. On m'aimait inconditionnellement. Simplement parce que j'existais. Et cette nouvelle vie, je voulais la vivre avec un cœur ouvert et de la joie. Demain, un nouveau jour commencerait. Un jour sans barreaux, sans les gifles humiliantes d'une belle-mère folle, sans la trahison d'un homme en qui j'avais cru. Juste moi et ma vraie famille. La famille que j'avais perdue dans mon enfance et que j'avais enfin retrouvée. Et c'était amplement suffisant pour un bonheur absolu.